quand j'écris un roman, je ne sais jamais où je vais. C'est le plaisir de l'écriture pour moi. Donc encore une fois, c'est ma manière de travailler. Peut-être que M. Charneux travaille autrement, je n'en sais rien, on n'en a jamais discuté. Mais moi, quand je commence un roman, j'ai évidemment un petit noyau d'histoire. Je vais raconter quelque chose. Je ne me mets pas devant ma page blanche en écrivant n'importe quoi. Je me dis, oui, tiens, ça serait une idée d'écrire une histoire à propos d'un enfant qui disparaît et dont on va soupçonner la mère. C'est ce que je pensais en commençant. Je ne savais pas du tout si la mère était responsable ou pas, par exemple. J'ai écrit tout le roman avec des soupçons sur la mère. Je la soupçonnais, je l'ai soupçonnée tout le temps. Mais en même temps, ça me chiffonnait que ça puisse être elle. J'éprouvais de la sympathie pour elle. Et même quand, à un certain moment dans le roman, on s'aperçoit évidemment que c'est pas vraiment une rosière, hein, elle a une vie quand même un peu compliquée, cette femme-là. Même à ce moment-là, même si son portrait est noirci, je gardais pour elle beaucoup de compassion et d'affection. Donc j'avançais dans le roman avec de plus en plus d'angoisse. Je me vois encore à l'époque où j'ai écrit le roman. À la fin, j'étais extrêmement angoissé parce que je me demandais comment j'allais pouvoir terminer ce roman. Et je me disais, c'est embêtant, mais il n'y a rien à faire, je vais devoir conclure à la culpabilité de cette femme, alors que ça ne me plaît pas du tout. Je suis sûr que ce n'est pas elle, finalement, ou qu'il y a une explication, qu'il faudrait trouver quelque chose. Et c'est en arrivant pratiquement à la fin du roman qu'un dimanche matin, en mangeant mon petit pain déjeuner, je me suis dit, maintenant je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Et j'ai eu donc l'idée je me suis avancé alors vers le Derviche. Mais quand j'écris un roman, je ne sais jamais comment les choses vont se passer. Je regarde ce qui va se passer. J'ai l'idée de départ, je mets des personnages en route, que je ne connais pas, au début je ne sais pas très bien qui ils sont, et puis petit à petit, évidemment, ils prennent un certain relief, et je m'intéresse à leur vie, je me pose des questions sur leur passé, ils ont une certaine épaisseur, et tout compte fait, même si ça paraît un peu mythique, ce que les romanciers disent souvent, finalement ce sont les personnages qui prennent la direction du roman, et je les regarde vivre. Pour moi, je dirais que c'est peut-être la raison fondamentale pour laquelle ça m'intéresse d'écrire les romans. Ça ne m'intéresserait pas d'écrire sur un sujet que je connaîtrais de A à Z. Ce qui m'intéresse dans le travail d'écriture, parce que c'est quand même du travail, c'est plus d'un an de travail, à raison de travail quotidien, c'est quand même de me poser des questions, de m'interroger, de chercher, d'être surpris moi-même par ce qui va se passer. S'il ne s'agissait que de retranscrire une histoire préfabriquée, je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'appliquer au roman. Je préfère que le roman se présente à moi comme un mystère. C'est un mystère. Et à la fin, je n'ai pas toutes les clés du mystère. Je sais bien que la vie est trop complexe pour qu'on puisse se flatter à un moment ou à un autre d'avoir une connaissance totale d'un événement qui se passe dans la vie. Jamais on a une connaissance totale. On est toujours devant la complexité des êtres humains. Et cela, c'est ce que j'essaye de faire passer dans les romans. Pour ceux, on a parlé d'Elena Vanek, par exemple, dans ce roman, c'est vrai que il y a la deuxième partie du roman détricote tout ce qu'on nous a dit dans la première partie, on nous présente les faits d'une certaine manière, on dit ah bon, ça s'est passé comme ça, puis dans la deuxième partie, on s'aperçoit que bah non, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était un simple point de vue, mais ça ne veut pas dire que la deuxième partie établit la vérité par rapport à la première partie, car la deuxième partie se termine aussi par un point d'interrogation. On ne sait pas très bien si finalement la personne qui s'était exprimée dans la première partie, Elena Vanek, ça se termine comme ça le roman, par l'interrogation, est-ce que finalement elle-même était dupe de ce qu'elle avait raconté dans la première partie? C'est pas sûr. Et on suggère qu'elle avait bien compris, mais que voilà, elle a préféré nous raconter un mensonge.
parce que ça l'arrangeait. Oui. Dans le livre, chez le juge rapport, les femmes, elles ont une place importante, Oui. elles ont l'air dangereuses en fait. Dangereuse. Enfin, je sais pas, elles attirent les hommes et parfois elles peuvent faire C'est un livre dans lequel, évidemment, les femmes ont beaucoup d'importance. Parce que ce n'est pas quelque chose que je voulais au départ. Je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre, je vais vraiment mettre les femmes en exergue dans ce livre. Et c'était presque inévitable. Parce que ce livre, c'est quand même une histoire qui tourne autour de la question de la relation de la mère avec son enfant. Tout le temps dans le roman, on se dit, oui, mais enfin, si cette femme a fait disparaître cet enfant, c'est quand même curieux. Alors, c'est quoi la maternité? Alors, toutes les autres femmes qui interviennent dans le roman, d'une certaine manière, elles se situent dans la même perspective. Vous avez Angela, qui est quand même un personnage assez important dans le roman, hein, cette femme qui tient le café où se tiennent les réunions de la police, qui observe ce qui se passe, et elle réagit du début à la fin en tant que mère. Elle se sent en quelque sorte investie de la fonction maternelle. Elle est une sorte de chevalière de la maternité, et elle ne se pose même pas la question de savoir si réellement la mère est coupable ou pas. Pour elle, parce que c'est une mère, il faut la défendre. Et elle va jusqu'au faux témoignage pour la défendre. Je pense que c'est plausible. La mère du juge, également, est un personnage qui n'était pas inévitable dans ce roman. Et je voulais que le juge ait aussi sa vie, qu'on nous montre sa vie, qu'il ne soit pas une sorte d'incarnation de la justice, un homme qui ne penserait qu'à la justice du matin au soir, qui n'aurait pas de vie propre, comme on le croit parfois des magistrats, quand nous voyons ce qu'on nous dit des magistrats dans les journaux, ou que nous voyons un magistrat à la télévision, on se dit, mais ce monsieur, toute sa vie, du matin au soir, il ne fait que penser à la justice. Ben non, il a une vie aussi, hein. Il a des problèmes, il est peut-être malade, il se dispute avec sa femme, je ne sais pas. Et donc ça fait partie de sa personnalité. Donc je voulais donner une certaine personnalité au juge d'instruction, et j'ai pensé que ce serait intéressant de le confronter à sa propre mère, puisqu'il s'interroge lui-même sur les sentiments de Denise, de la mère qui est en question dans cette affaire. Ça me paraissait intéressant qu'il soit présenté dans sa relation avec sa mère. Et ce qui est paradoxal, encore une fois, Kundera, le paradoxe, c'est qu'en fait, il va s'imaginer, plus on avance dans le roman, plus il s'imagine qu'il sait qui est Denise, il veut la faire avouer, et il croit qu'il connaît cette femme et sa relation avec son enfant, et alors que simultanément, il est totalement aveuglé sur sa propre relation avec sa mère. Il ne comprend, si on rentre bien dans les détails du roman, qu'il ne comprend qu'à sa dernière apparition dans le roman. Le premier roman policier, c'est Édipe, qui est par définition aveuglé et qui s'aveugle. Bien entendu, c'est le roman policier par excellence, puisque c'est l'homme qui... Je crois qu'on n'a jamais inventé quelque chose de plus génial, puisque c'est celui qui fait l'enquête, s'aperçoit à la fin que le coupable, c'est lui. Ça, c'est extraordinaire, évidemment. Mais il ne le savait pas. Mais ça c'est un peu vrai de... Enfin, on pourrait philosopher là-dessus. Hein. Nous aussi, nous faisons des enquêtes pour savoir qui sont les méchants, et on pense à tout le monde sauf à nous-mêmes. C'est toujours comme ça. Oui. Justement, vous parlez du juge, mais Jean, il joue quoi comme rôle par rapport au juge? Pas par rapport à la maman, parce que son maman, mais par rapport au juge, vous n'avez pas voulu me faire comprendre quelque chose à la dernière page? Ah ben, on comprend que Jean est le père du juge, évidemment, bien entendu. Il suffit de regarder les dates. On voit bien avec les dates que, évidemment, je sais bien que ça peut passer par-dessus la tête du lecteur s'il n'est pas vraiment attentif aux détails. Moi, j'écris des romans qu'il ne faut pas lire trop vite, quand même. Il ne faut pas lire en diagonale, et sinon
on va perdre un certain nombre de choses. Bon, à la limite, c'est pas trop grave, hein, on peut très bien lire le roman et voir les éléments essentiels. Mais si on regarde les dates, les éléments qui sont apportés, notamment par la photo qu'on trouve à la fin, la mère donne un dernier indice à son fils qui lui fait comprendre évidemment qu'il n'est pas le père, qu'il n'est pas le fils du cordonnier, mais qu'il est le fils de cet homme. Et donc autant ce juge a été habile à montrer que l'enfant disparu est le résultat d'un adultère, autant lui-même s'aveugle sur sa propre naissance.